L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à l'école de Francfort avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandra Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Merci aussi à la régie, à notre ami Benjamin et à Philippe Sinclair. Effectivement, la fin d'une époque, après l'ensemble que nous avons déjà consacré à Philippe Solers, à Walter Benjamin, nous nous intéressons maintenant à l'école de Francfort, c'est-à-dire à une galaxie de penseurs allemands qui se sont regroupés à l'Institut pour la recherche sociale à partir des années 1920 en Allemagne et qui, pour la plupart juifs, ont vu de près la fin du nazisme et ont dû fuir le nazisme et se sont regroupés d'abord à Genève, puis aux États-Unis, sauf hélas Benjamin qui est mort, qui s'est suicidé, avant de revenir pour quelques-uns seulement en Allemagne. Bref, il s'agit au fond d'un monde entier de penseurs et de chercheurs, très étendu, où à côté de Benjamin, on compte Marx Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, mais aussi Ernst Bloch. Les autres, je vais donner seulement leur Franz Neumann, Grossman, et enfin Jürgen Habermas. Leur mouvement de pensée a eu une très grande influence dans la philosophie européenne et surtout française dans les années 50-60. Et même encore 70. En particulier, on peut dire qu'elles ont influencé, au fond, des penseurs qui étaient liés à l'EHESS, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Edgar Morin. Mais aujourd'hui, le temps, qui est le grand critique, a fait son tri. Et donc, nous commençons par la lecture d'un texte de Benjamin, encore Benjamin, mais là, cette fois-ci, c'est sur l'école de Francfort, qui s'intitule L'école de Francfort. Et faute de temps, d'ailleurs, nous centrerons notre étude sur deux figures majeures qui sont Horkheimer et Adorno. On vous écoute, cher Alexis. L'école de Francfort s'est rassemblée au temps de la République allemande, la première, celle de Weimar, autour de l'Institut für Sozialforschung de Francfort. Le directeur de l'Institut, Max Horkheimer, est un philosophe. Son plus proche collaborateur, Friedrich Pollock, un économiste. On trouve à leur côté le psychanalyste Erich Fromm, le chercheur en économie politique Grossman, les philosophes Marcuse et Rottweiler, lequel s'occupe également d'esthétique de la musique, l'historien de la littérature Leventhal et quelques autres. Ce groupement s'est fait dans l'idée que, je cite, la théorie de la société ne peut se développer aujourd'hui qu'en relation étroite, principalement avec l'économie politique, la psychologie, l'histoire de la philosophie, l'état de l'évolution sociale, l'espace ouvert de l'histoire. Fin de la citation. La solidarité du monde savant dans les grandes démocraties a procuré à ces chercheurs allemands plus qu'un asile. En Amérique, l'Institute for Social Research à l'Université de Columbia. En France, l'École normale supérieure s'est dotée d'un institut des recherches sociales. L'école a ouvert une discussion sur des questions encore non élucidées de la philosophie européenne, telle l'école de Vienne. Dès 1932, Horkheimer signalait la tendance si caractéristique du positivisme à poser la société bourgeoise comme éternelle et à en minimiser les contradictions. Une théorie de la connaissance scientifique ne pouvait ignorer le positivisme ou négliger le pragmatisme. Il s'agit pour les libres chercheurs d'enrayer le recul des principes d'humanité en Europe. Ce n'est pas la transfiguration du prolétariat qui dissipera le nimbe impérial dont se sont parés les candidats du millénium. Dans cette idée s'esquisse déjà l'objet d'une théorie critique de la société. Les travaux de l'Institut de recherche sociale convergent dans une critique de la conscience bourgeoise. Les recherches de Fromm portent sur la famille. Horkheimer contribue à l'anthropologie de l'âge bourgeois. Peut-on encore extraire du processus de décomposition de la société démocratique les éléments qui, liés au rêve de ses débuts, ne désavouent pas la solidarité avec une société à venir, avec l'idée même d'humanité? Oui, merci beaucoup Alexis. C'est un texte donc de Walter Benjamin qui présente l'école de Francfort. Et au fond, on peut dire que c'est une gageure de présenter une émission et quelques autres qui vont suivre l'école de Francfort qui compte aujourd'hui, avec ses publications, des dizaines, voire des centaines de volumes. Mais je crois qu'on peut remercier dans ce texte Benjamin d'avoir dégagé au fond trois fils conducteurs qui peuvent nous guider pour présenter d'une façon qui n'est pas trop absurde l'école. Alors, au fond, trois questions. Qui était-il? Que cherchait-il? Qu'ont-ils proposé?
On pourrait ajouter, n'est-ce pas, pour les présenter, ont-ils eu toujours raison? Ont-ils eu raison? Enfin, les discuter. Alors d'abord, qui était-il? Eh bien, l'histoire de l'école de Francfort a été faite plusieurs fois, mais je rappelle ici que le livre qui reste actuel, c'est le livre de Martin Jay, L'imagination dialectique. Eh bien, qui était-il? Tout simplement un groupe de jeunes penseurs, beaucoup d'origine juive, qui se sont rassemblés à l'Institut pour la recherche sociale en 1921 à Francfort, grâce au fonds de la famille Veil, qui a permis de créer un institut indépendant, dont Horkheimer a pris rapidement la direction en 1930-1931. Et d'emblée, ce que souligne Benjamin, c'est l'interdépendance des membres de l'Institut. Philosophie, économie, l'interdisciplinarité plutôt, excusez-moi, philosophie, économie, histoire, littérature, psychanalyse, psychologie, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Et il montre aussi que lorsque l'école a été chassée, d'abord fermée par les nazis et chassée d'Allemagne, eh bien elle a été accueillie dans 2 endroits. C'est important parce que c'est là aussi où elle aura son influence, l'Amérique et la France à l'école normale supérieure. Donc pour aborder ces œuvres, il faut rappeler au fond quelles étaient leurs formations. Disons-le très simplement, il y a deux points principaux dans leur formation, et dans la formation donc, des 2 auteurs dont nous allons maintenant parler, Horkheimer, 1895-1973, et Adorno, 1903-1989. Premièrement, ils avaient reçu l'influence du marxisme, n'est-ce pas, et d'une ouverture par lui à la connaissance de la société. D'ailleurs, c'est le titre même de l'Institut. Et deuxièmement, l'influence de la philosophie allemande, avec la philosophie critique de Kant, mais aussi la philosophie dialectique de Hegel, et plus près d'eux, parce que c'est également sous-jacent, mais extrêmement présent, au fond, les grandes œuvres de la philosophie, qu'on pourrait dire romantique ou néo-romantique, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, comme d'ailleurs de la sociologie et de la psychologie, la sociologie de Max Weber et la psychanalyse de Freud. Marx, Nietzsche, Freud, comme on disait dans les années 60, eh bien, au fond, cette trilogie, c'est eux qui l'ont mise sur un piédestal. Que cherchait-il? Benjamin le dit très bien ici, un élargissement de la théorie pour édifier une théorie de la société, une théorie de l'histoire et penser les contradictions et les impasses de la philosophie européenne. Et en fait, ça a pris la forme de ce qu'on résume aujourd'hui sous le nom de théorie critique, une théorie critique, et en fait, ça vient d'un essai de Horkheimer en 1937, Théorie critique et tradition. De quoi s'agit-il? Évidemment, critique, n'est-ce pas? C'est retour à Kant dans un premier temps. Critique par la raison, critique de la raison par la raison. C'est-à-dire, au fond, son objet est d'abord le marxisme, la gauche allemande, en vérité, se partageait à cette époque-là, donc critique du marxisme, un marxisme critique. La gauche allemande se partageait entre les communistes, dont finalement ils se sont tous plus ou moins séparés, ils ont été marqués, le socialisme de la chair, la social-démocratie, dont ils se sont éloignés, mais jamais, et ils estimaient que, en fait, et c'est ça que va nous dire dans un livre très fondamental qui est écrit conjointement par Horkheimer et Adorno, La dialectique de la raison, la dialectique des Lumières, dans 2 livres, enfin la dialectique de la raison et des Lumières, ce sont 2 livres qu'on peut lire ensemble, qu'il faut critiquer le marxisme parce que celui-ci, par excès d'optimisme, a promis, n'est-ce pas, la libération, la révolution, et en fait, à quoi on assiste? On assiste à la montée de la catastrophe du nazi. Et alors, donc, la raison et les Lumières. Donc, première critique vers laquelle il se dirige, ce n'est pas vers la critique de la pensée marxiste, n'est-ce pas, comme nous l'avons fait plus tard, mais c'est la critique, n'est-ce pas, de la pensée des Lumières. Et là, grand retournement, malgré leur engagement contre l'antisémitisme, qui est présent dans ce livre, dans un premier temps, Horkheimer et Adorno se retrouvent dans le mainstream de la révolution, au fond, conservatrice allemande, c'est-à-dire la critique des Lumières, parce que c'est ce qui s'est passé en Allemagne, on peut dire de Herder à Hegel. Et quels sont leurs arguments? Eh bien, les Lumières ont voulu la libération par la raison, on assiste à la montée de la destruction de la raison. C'était le titre d'un livre de Georges Lukács, que tous deux ont lu, un pas de plus, pour déclarer, je parle toujours d'Adorno et de Horkheimer dans ce livre commun, que les Lumières sont directement responsables parce que
disent-ils. Et en fait, elles se sont séparées, elles ont critiqué ce qu'ils appellent la mythologie. Et tout le monde comprend qu'il s'agit en fait de la religion en général. Deuxièmement, elles sont totalitaires puisqu'elles réclament la soumission de tous à la raison, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire à la raison technologique, à la raison qui instrumentalise le savoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un article absolument remarquable où ils disent qu'il faut lire en même temps Kant et Sade, dont plus tard Jacques Lacan, c'est pas Marielle David qui me démentira, a fait un article absolument retentissant, n'est-ce pas? Kant avec Sade. Eh bien, Kant avec Sade, c'est dans ce livre d'Adorno et de Caillemer. Et pour eux, la raison des Lumières, donc, la raison des Lumières s'enracine plus lointainement dans la Grèce antique, dans la ruse d'Ulysse et, au fond, dans le sacrifice de la nature dans l'homme, c'est-à-dire dans Homère, n'est-ce pas? Carrément, autrement dit, il y a déjà une condamnation de toute la civilisation occidentale auquel Heidegger donnera évidemment un écho quasiment symphonique. Et c'est donc aux Lumières que nous devons, dans ce livre, pour eux, la culture de masse, l'industrie culturelle, l'uniformisation, et plus tard, Adorno, évidemment, évoluera, n'est-ce pas, dans ce qu'il appellera le jargon de l'authenticité, un livre qui est quasiment illisible, hein, pas tellement la rage l'étouffe, et sans que l'argumentation soit vraiment bien dégagée, mais une rage, je dirais, contre lui-même, hein, consacrée à Heidegger, eh bien, il changera de position. Mais ici, déjà, la critique de la technique, le thème du concept de domination qui envahit tout, comme concept transfrontière, eh bien, tout ça font leur apparition. Et qu'ont-ils proposé, se demande Benjamin, eh bien, de noyer, au fond, de retrouver le recul, d'enrayer plus exactement les principes d'humanité, de revenir à ces principes d'humanité, mais aussi de critiquer la conscience bourgeoise. La conscience bourgeoise. Alors, donc, on peut se demander, est-ce que ce chemin a frayé la bonne voie? Et c'est la question que je voudrais vous poser. Bien entendu, évidemment, l'école de Francfort, qui jalonne au fond presque un siècle de culture allemande, est un monde. Hein, on ne va pas l'épuiser. Et cela dit, n'est-ce pas? Eh bien, sa grande contribution consiste dans les efforts de la critique et la conciliation de l'intérêt pour le social et l'ouverture à la philosophie, mais néanmoins, et en particulier qui a permis un développement de la sociologie actuelle, ne le nions pas, mais néanmoins, au fond, la première question qui surgit, c'est l'école de Francfort, au fond, est-elle quelque chose de plus qu'une école de transition? Et je vais me tourner là vers votre ami Alexandre, et ensuite, a-t-elle de bonnes réponses? Comment expliquez-vous, au fond, après elle, le retour en force dans le panorama intellectuel de la philosophie allemande classique d'abord, hein, ce qui était plutôt une bonne chose, mais aussi de la philosophie de Heidegger, de Carl Schmitt et d'autres. Et donc, au fond, elle a été effacée déjà. Alexandre, qu'est-ce que vous me répondriez à mon interrogation? Je prendrais la métaphore du voyage spatial. Oui. C'est-à-dire que lorsque les cosmonautes se retrouvent dans la capsule spatiale, comme ça leur est arrivé très tôt, puisque nous avons découvert la Lune beaucoup plus tôt que nous ne l'imaginons maintenant, eh bien, effectivement, on est en apesanteur et on flotte. C'est un peu ce qui est arrivé à toute cette pensée. C'est-à-dire qu'elle était prise, non seulement dans une tragédie sans nom qui nous a amenés jusqu'à Auschwitz, mais elle était aussi prise dans une espèce de voyage spatial. L'humanité était en train de changer de base. Et donc, ça les tourneboulait tous. Alors, vous avez parlé de la famille Weil, qui était... Des banquiers qui ont financé... Alors, j'y viens. Oui. Donc, les Weil, bien entendu, des banquiers berlinois, dont le principal rejeton, le plus important, est le célèbre Hermann Weil, lequel a été le grand défenseur et l'apologète des découvertes d'Einstein. Ah, et voilà, a tout vous apprenez quelque chose. Mais oui, c'est Hermann Weil qui donne déjà, et dans un style d'une clarté exemplaire, avec un allemand exemplaire, une véritable démonstration de ce que la pensée einsteinienne a complètement révolutionné de notre monde.
Et en effet, cette défense d'Einstein par Hermann Weyl est au départ donc de toute son idée d'une physique moderne et d'un monde moderne qui n'a plus les mêmes bases. Et cela, je crois que c'est tout à fait important. Alors, par rapport à cela, Horkheimer et Adorno procèdent l'un comme l'autre comme des équations secondaires de cette première intuition de Hermann Weyl. Horkheimer, c'est effectivement, allez, je ne vais pas dire des choses polémiques parce qu'il ne mérite nullement, mais c'est le plus net de décoffrage. Hein. Ce n'est pas le plus sain, c'est pas le plus bon. Mais en même temps, c'était un homme prudent et intelligent. Par exemple, il avait le passeport américain. Oui, c'est lui. Il ne l'a jamais rendu. Il a dit, même si je vais en Allemagne, je garde mon passeport américain, quoi qu'il arrive. Cette espèce de prudence permanente, très intéressante chez l'homme. Par ailleurs, Horkheimer n'avait pas grand-chose à dire, mais il tapait sur son clou avec une certaine obstination. Adorno, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Parce que si les idées d'Adorno et d'Horkheimer, ils étaient très liés, sont assez proches au départ. Au départ, mais pas à l'arrivée, oui. Nous avons en Adorno un grand artiste, oui. Ce que n'a jamais été Horkheimer. Oui. Et Adorno, effectivement, il y a cette double filiation. J'ai vu aussi qu'un certain Wikipédia, toujours antisémite, nous souligne ça 4 ou 5 fois. En effet, Adorno a un double nom, Wiesengrund Adorno. Il est en effet Adorno, c'est-à-dire qu'il vient d'une grande famille de commerçants italiens et d'aristocrates italiens commerçants de Francfort qui se sont établis en Allemagne, mais qui avaient ce goût de l'art qui est absolument évident chez Adorno. Et de la musique en particulier. Et en particulier de la musique. Oui. Et au contraire, chez le côté Wiesengrund, parce qu'il était tout à fait fidèle au judaïsme et bien sensible à la persécution, l'a amené à tout investir dans un mythe, je dirais, un mythe salvateur, qui est celui de la nouvelle musique, dont il a écrit la philosophie de la nouvelle musique, etc. Il a écrit sur avec d'ailleurs tout en aimant Beethoven et voilà, mais avec un sadisme consommé, puisqu'on a parlé de ça de Kant, puisqu'il était toujours d'accord pour écouter des œuvres musicales impossibles et de faire de Schoenberg l'apôtre de la nouvelle musique. Or, je dirais que pour lui, il pensait que Moïse et Aaron était l'opéra fondateur d'une musique moderne qui renonçait au plaisir pour je ne sais pas quoi. J'ai écouté Moïse et Aaron, c'est pas si mal que ça, mais ce n'est pas ce que pensait Adorno. Non. Mais en tout cas, cette réhabilitation de Schoenberg, c'est une tentative de Durchbruch ins Freie, d'aller vers la liberté, vers une liberté esthétique. Oui, merci beaucoup Alexandre. François Guéry, pourquoi les penseurs qu'on appelle néoconservateurs, tels Léo-Strauss et Hannah Arendt, je dirais que même si on ne partage pas toutes leurs orientations, sont devenus au fond beaucoup plus actuels aujourd'hui, dans cette fin d'époque, que les penseurs de l'école de Francfort. Est-ce que parce que par bille en tête, ils sont revenus à tout ce que l'école de Francfort avait laissé derrière elle, c'est-à-dire à la philosophie politique, au droit politique, au droit naturel, comme Léo Strauss, ou encore parce que, en fait, ils sont revenus également au monde antique classique, au lieu et place de la modernité, ou encore parce qu'ils ont été beaucoup plus résolus dans la lutte contre le totalitarisme et qu'ils ont défendu la démocratie fermement, même si on ne partage pas leur retour à l'antique. Oui. Qu'en pensez-vous, François ? Alors, ce que j'en pense, c'est qu'il y a une relation très importante, à mon avis. C'est quasiment une famille spirituelle. Benjamin, Hannah Arendt et Hans Jonas sont en correspondance, beaucoup plus que, si on veut, l'école de Francfort, dont ils ne faisaient pas réellement partie. Enfin, ils étaient rattachés, oui. Ça se sent. Oui. Par ailleurs, les deux personnages qu'il ne cite pas, mais qui ont été importants et dans sa vie et dans son œuvre, c'est Gershom Scholem. Vous parlez de qui de Benjamin ? Je parle de Benjamin. Ah oui. Mais ce qui est intéressant, à vrai dire, c'est comment Hannah Arendt, avec Jonas, ont effectivement anticipé
toutes les formes de totalitarisme dans lesquelles Benjamin, à vrai dire, non, il n'a pas fait. Dont il n'est pas véritablement libéré. Non. Alors, il y a une image qu'utilise Benjamin pour décrire ce qu'est un intellectuel juif et qui s'adresse à lui-même. Oui. Notre génération, dit-il, a les pattes arrière prises dans la tradition et il gratte pour s'en sortir vers la modernité. Voilà comment il se décrit. C'est effectivement une manière de dire qu'il a été en fait constamment tiraillé et coincé. Mais Hannah Arendt, elle, n'a pas été coincée, à mon sens, malgré ce qu'on dit, enfin, je sais, sur une accointance que je crois fausse avec Heidegger, puisqu'elle l'a surtout pilonné. Je pense qu'en fait, elle et Jonas ont compris dans quoi ils étaient pris, et eux sont des penseurs de l'avenir qui est notre présent. Oui, merci beaucoup François. Marielle, est-ce que, chère Marielle, l'école de Francfort, on sait qu'elle a joué également un rôle fondamental dans la comparaison de la société moderne. Il y a beaucoup de sociologues, par exemple David Riesman avec La foule solitaire, n'est-ce pas, qui se sont engagés dans une critique de la modernité et du fonctionnement de nos sociétés. Mais l'autre aspect, c'est la dépréciation de la culture pour happy few, comme aurait dit, de la société moderne, d'après eux, comme aurait dit Stendhal, et donc la critique de la culture de masse, n'est-ce pas, décidée par l'industrie culturelle. Et le dernier aspect, mais celui qui vous concerne directement, c'est que avant, au fond, disons l'école française du structuralisme, l'école de Francfort a donné une place à la découverte, aux découvertes de Freud et à la découverte de l'inconscient. Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce que ça compte pour vous, Marielle et cher docteur David? Bon, moi, je ne suis pas une grande connaisseuse de l'école de Francfort. Par contre, j'ai un ami mexicain qui était frommien. Oui, très intéressant. Voilà, il était frommien. Et quel était l'élément fondamental dont il parlait de la pensée de Fromm, selon lui? C'était que Fromm mettait en avant la force. C'est ça. Mettait en avant la force. Mais il l'aurait accusé, ça, Fromm, de ce point de vue-là. Mais enfin bon, le résultat pour cet ami, malheureusement, c'est qu'à 45 ans, il est mort sur un cours de tennis. Ah oui. Une crise cardiaque. Donc, je ne crois pas... c'est le médecin qui parle. Voilà. Je ne crois pas que la théorie telle que Fromm l'a amenée... Pourtant, il était venu faire une analyse à Paris. C'est comme ça que je l'ai connu. Il a connu Lacan. Il a connu quelqu'un, un élève de Lacan, tout ça. Mais enfin, ça n'a pas empêché de mourir très, très jeune. Alors, au fond, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que tous les humains, à chaque génération, ont à voir avec à la fois la pulsion de mort et à la fois la nécessité de la dépasser. Et que ça n'est pas quelque chose qui va passer dans les idées sur le mode de l'histoire, ça va être chaque génération qui va devoir traiter cette question-là d'une manière nouvelle, puisque ça arrive à chaque humain. Merci beaucoup, Marielle. Alexis, alors, au fond, toujours la République de Weimar, n'est-ce pas? Comment a-t-elle eu une influence sur l'école de Francfort? Bonne ou mauvaise? Comment vous expliquez? Alors, je pense que vous avez mis le doigt sur l'essentiel tout à l'heure. Ils sont les prophètes critiques de la société de masse, de la démocratie de masse. Et à ce titre, il y a deux... Les prophètes et les critiques. Oui, les prophètes et les critiques de la société de masse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis ensuite, des personnalités éminentes comme David Riesman vont se rattacher à leurs critiques. Bien sûr, La foule solitaire, etc., c'est un produit dérivé en quelque sorte des intuitions d'Adorno et de Horkheimer. Maintenant, deux choses. Effectivement, je comprends qu'on puisse critiquer leur pensée, puisqu'au fond, ils essayent de montrer... comment vous dire, les dessous sombres, la face sombre, the dark side des démocraties contemporaines. Donc je comprends capitaliste pour eux, c'est oui, et je comprends très bien qu'on puisse le critiquer. Mais ça explique aussi, comme on est moins sur un moment où on pense qu'il y a autre chose que le capitalisme, ça explique aussi que des penseurs qui, eux, n'ont pas remis en cause le capitalisme, comme Hannah Arendt, qui au contraire y adhérait avec un certain enthousiasme, soient aujourd'hui plus à la mode. Première chose. Et deuxième chose, je pense qu'effectivement, si vous voulez, l'obsession qu'ils ont eue, c'était celle de la rencontre de la démocratie formelle
avec la domination technique. Et donc cela, évidemment, c'est un thème weimarien, car les intellectuels weimariens, même ceux qui, bien sûr, ont défendu le régime, bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais enfin, même ceux qui défendaient le régime, avaient conscience qu'il y avait une certaine fragilité de la défense de la démocratie à partir du moment où celle-ci partageait le culte de la technique des totalitarismes montants, sous leurs deux formes, c'est-à-dire le bolchevisme, qui devient ensuite le stalinisme, et bien sûr le national-socialisme, qui étaient deux exaltations absolument idolâtriques de la technique. Donc je crois qu'au cœur de l'école de Francfort, il y a le refus de l'idolâtrie de la technique. Mais il faut qu'on s'arrête. Oui, attendez, non. À partir de là, je vais vous poser une question. Est-ce que l'arbre de la technique ne leur a pas caché la forêt, n'est-ce pas, du droit politique absent? Bien sûr. Parce que qu'est-ce qui manque à l'école de Francfort et qui est déjà présent, même s'il n'est pas développé autant qu'il le faudrait parce qu'il laisse de côté la modernité, influencés trop qu'ils sont par une partie de la philosophie allemande. Mais vous avez raison. Mais simplement, aujourd'hui, on aurait besoin de gens comme eux pour critiquer l'empire international des biotechnologies auquel faisait allusion notre ami François. Il n'y a plus de penseurs comme ça parce que la pensée critique s'est effondrée sous l'exaltation du système. Beaucoup d'intellectuels sont les gardiens du système aujourd'hui. Est-ce qu'ils n'étaient pas paniqués par le macartisme? Je voudrais dire autre chose. Vous voyez, en fait, dans cette désaffection du droit politique, du droit naturel, la mise en cause, par exemple, par Horkheimer, n'est-ce pas, du droit naturel qu'il trouve chez Hobbes, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne de fuite, n'est-ce pas, qui les a rendus incapables de combattre intellectuellement ce à quoi ils étaient confrontés? C'est incontestable. Voilà. Mais aujourd'hui, encore une fois, face au transhumanisme, face au projet d'Elon Musk, il serait des voix qui se lèveraient, alors même qu'il n'y a quasiment plus personne dans la cité intellectuelle pour opposer des arguments à cette dystopie. Tout ce qui concerne la critique des démocraties, et de ce qu'on peut faire des critiques, et on peut dire qu'ils sont d'avant-garde. Mais en revanche, dans la remontée, n'est-ce pas, de tous les empires et de toutes les volontés de détruire la démocratie, ils sont un boulet. Voilà. Oui.